que la vie politique, la vie électorale, elle m'intéresse, mais à partir du moment où elle est intégrée à l'histoire des institutions et à l'histoire des idées politiques. Et c'est ce sur quoi je vais essayer de vous présenter une petite synthèse de certains éléments que j'ai développés dans un autre ouvrage. Alors là, je n'en ai pas. Il est toujours disponible en librairie. Ça s'appelle « La guerre à droite aura bien lieu ». C'est publié chez Desclés de Brouwer, donc DDB. J'y aborde notamment le thème que nous allons traiter ce matin. La question du clivage politique de la droite et de la gauche. Deux éléments essentiels à avoir en tête pour, essayer d'envisager les points centraux de cette question. Premier point, les forces politiques n'existent pas indépendamment. Les forces politiques n'existent pas seules. Elles existent dans une interaction avec les autres forces politiques. Leur force, leur espace politique dépend de l'interaction avec les autres forces politiques. La place qu'une force politique a sur le spectre politique ne dépend pas que d'elle-même, que de sa propre doctrine, que de sa propre force militante. Elle dépend aussi de l'existence des autres forces politiques. Un tout petit exemple pour que vous compreniez cela. Sous la 4e République, il y a 4 principales forces politiques. Il y a le Parti communiste, il y a le Parti socialiste, qu'à l'époque on appelle la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. Bon, au centre, il y a des petits partis charnières, notamment l'UDSR, le parti de François Mitterrand. Au centre droit, vous avez le MRP, le Mouvement républicain populaire. Et puis, en 47, De Gaulle crée le RPF, le Rassemblement du peuple français. Il s'avère que le MRP va exploser en plein vol à cause de la guerre d'Algérie. Il s'avère qu'il y a des chefs du MRP qui, vont prendre des positions divergentes sur cette question. L'un d'eux, vous le savez sans doute, Georges Bidault, celui qui est le successeur de Jean Moulin à la tête du CNR, du Conseil national de la résistance, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été un des fondateurs du MRP, qui a été président du Conseil sous la 4e République. Eh bien, ce Georges Bidault-là, il prend de manière extrêmement ferme position pour l'Algérie française. Et vous le savez, il va même connaître, la vie clandestine, et il devra vivre en exil de 1962 jusqu'à la loi d'amnistie de 1968. Bon, donc le MRP explose en plein vol, ce qui fait que le parti gaulliste, qui va changer de nom entre la 4e et la 5e République, mais le parti gaulliste va glisser sur le spectre politique. Lui qui était le plus à droite sous la 4e République va glisser parce que l'espace politique du MRP, va se libérer. Donc les forces politiques, elles n'existent pas que par elles-mêmes, elles existent par interaction avec les autres forces politiques. Ça, c'est un point absolument essentiel, je crois, à avoir en tête. Donc, c'est 2 points qu'il faut vraiment garder en tête. Une force politique, elle n'existe pas que par elle-même, elle existe par interaction avec les autres. Et une force politique, elle est susceptible de glisser sur le spectre politique. Alors, venons-en à la question du clivage. La question du clivage, bien sûr, c'est une question c'est un instrument d'analyse du réel. Ce qui compte, évidemment, c'est à la fois le côté doctrinal et le côté sociologique, ou si vous préférez, le côté idéologique et le côté électoral. C'est ça qui est évidemment le plus important, c'est le réel, l'état du pays, l'adhésion des électeurs aux différents partis politiques et le vote
qu'ils exercent. Bien, c'est évidemment ça le plus important, c'est le réel, mais on peut utiliser différents instruments pour analyser ce réel, pour analyser le spectre politique, et parmi ces instruments d'analyse du réel, il y a la question du clivage droite-gauche. Ce clivage droite-gauche, on considère qu'il commence à apparaître à partir de la Révolution française. On donne généralement comme premier exemple ou comme première manifestation les débats qui se posent dans l'Assemblée constituante pour préparer la première constitution, vous savez, celle de septembre 1791, et lors de ces débats, il y a ceux qui auraient pris position pour le veto royal, et ce serait la droite, et ceux qui auraient pris position contre le veto royal, et ce serait donc l'apparition de la gauche. Je tiens quand même à préciser que l'enjeu est peut-être plus, je dirais, institutionnel que simplement lié à la question du royalisme, parce que, vous le savez bien, dans la Constitution fédérale américaine, qui est une constitution républicaine, il y a le droit de veto pour le chef de l'État, pour le président des États-Unis. Donc, c'est pas forcément, je veux dire, quelqu'un qui prend position en faveur du veto royal, ça n'est pas nécessairement un royaliste pur sucre. Hein, je tiens à vous l'indiquer pour que vous évitiez, je dirais, de porter au nu certains ou je dirais, ou à l'inverse de dézinguer ou de dévaloriser d'autres personnes. Bon, donc on considère qu'il apparaît dès le début de la Révolution française, et puis il va se peaufiner au fil du temps, et on va d'ailleurs voir au fur et à mesure de cet exposé, je dirais, les différents éléments constitutifs de ce clivage. S'il y a donc un clivage, et il va donc y avoir des familles politiques. Et pour ce qui concerne la droite, il y a un auteur important, qui est d'ailleurs plutôt de tendance centre-droit, chrétien-démocrate, c'est le fameux René Rémond, que vous connaissez peut-être de nom, et qui sort dans les années 1950, j'insiste sur la date, je crois que la première édition de son ouvrage c'est 1954, il sort un ouvrage sur la droite en France, et il va distinguer trois grandes familles politiques qui, selon lui, peuvent être classées à droite. Ces trois grandes familles politiques, les voici. Il y a la droite réactionnaire, alors qu'il y a eu différentes manifestations, différentes illustrations tout au long de l'histoire contemporaine française. C'est bien sûr les contre-révolutionnaires pendant donc la Révolution française et l'Empire. C'est ensuite la droite ultra, avec la Restauration, 1814-1830, ceux dont on dit qu'ils sont plus royalistes que le roi, ceux qui pensent que la charte de 1814 fait trop de concessions doctrinales à la pensée moderne. Une fois que, évidemment, il y a la monarchie de Juillet, la révolution de Juillet qui se met en place, eh bien, cette droite réactionnaire, elle va être plutôt partisane de la branche aînée, et donc on va dire que c'est la branche légitimiste contre les orléanistes qui arrivent au pouvoir avec Louis-Philippe Ier, donc à l'été 1830. Et puis, quand la question du régime politique deviendra de moins en moins prégnante, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît, mais elle devient de moins en moins prégnante, eh bien, cette droite réactionnaire, elle se matérialise, elle se manifeste essentiellement par des questions doctrinales, en particulier dans le domaine économique et social. On va dire que c'est la droite catholique sociale, ceux qui s'opposent aussi bien au libéralisme qu'au collectivisme. Donc, première famille politique que René Rémond classe à droite, et sur cette famille politique-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde s'accorde sur le fait de considérer que c'est véritablement une famille politique qui est de droite. Elle n'est pas simplement à droite sur le spectre politique, elle ne se situe pas simplement géographiquement à droite, elle est en outre véritablement de droite. À cette droite-là, authentique,
s'ajoutent deux autres familles politiques, ou plutôt René Raymond ajoute deux autres familles politiques, la droite orléaniste, c'est-à-dire en fait la droite libérale, c'est le courant politique qui fait d'une certaine manière la Révolution française, qui proclame les droits individuels, qui s'oppose, je dirais, à une vision plus sociale des choses. Notamment par exemple lorsque la Révolution détruit les communautés de métiers et interdit les coalitions. Vous connaissez ça, je pense, 1790, les mesures qui sont prises 1790-1791 contre donc ce qu'on a appelé par la suite les corporations, même si le terme en fait est un peu anachronique pour ce qui concerne l'ancienne France. Le terme corporation, il naît véritablement à la fin du XVIIIe siècle, et pour parler des communautés de métiers, il faut utiliser le terme jurande ou communauté de métiers plus que le terme de corporation. Mais qu'importe, c'est pas très grave. Bon. Et vous savez que, par exemple, les coalitions restent prohibées, en particulier la grève, jusqu'au Second Empire, jusqu'à Napoléon III, puisque c'est Napoléon III qui dépénalise la grève. Bien. Donc, elle fait la Révolution française, ce libéralisme-là. Il est plutôt en opposition, on le voit, Benjamin Constant, Madame de Staël, au Premier Empire. Encore que, vous le savez, c'est Benjamin Constant qui a rédigé la Constitution prévu mais jamais appliqué, les actes additionnels aux constitutions de l'Empire qui ont été rédigés donc pendant les 100 jours. On voit d'ailleurs que le libéralisme est en capacité de s'associer avec le bonapartisme. On le voit avec Benjamin Constant, on le verra plus tard sous le Second Empire avec Émile Ollivier, qui rallie les libéraux au Second Empire. Bon, et puis évidemment, ce libéralisme, il l'emporte politiquement et institutionnellement avec la Révolution de juillet de 1830, avec les Trois Glorieuses de 1830. Cette droite libérale, ou en tout cas ce que René Raymond appelle cette droite libérale, cette droite orléaniste, on la retrouve bien entendu au XXe siècle. Au fur et à mesure de la réédition de son ouvrage, puisque encore une fois la première édition date des années 50, il va mettre à jour cet ouvrage. Il va vivre très longtemps, il va vivre centenaire. Notre ami René Raymond, ou quasiment centenaire, il est mort très très vieux. Et bien évidemment, l'une des incarnations, l'un des épigones, l'une des réincarnations de cet orléanisme au XXe siècle, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Vous le savez, c'est le républicain indépendant qui gagne l'élection présidentielle de 1974 face en particulier à Jacques Chaban-Delmas, le candidat gaulliste lâché par Jacques Chirac. J'ai absolument pas le temps de développer tout ça. On en parlera, si vous le voulez, au moment de la pause, si jamais cet aspect-là des choses vous intéresse. Et je ne doute pas, pour ma part, que, si René Raymond était encore vivant, il inclurait le macronisme dans, je dirais, ce courant politique-là. Même si Macron vient du Parti socialiste, il est quand même essentiellement libéral. On va en parler tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'essentiel à avoir en tête. Et notre ami, et le macronisme, je n'en doute pas, aurait été rangé par René Raymond dans dans cet orléanisme-là, dans cette deuxième famille politique que René Raymond, en 1954, classe à droite. Il ne dit pas qu'elle est de droite, qu'il est de droite, cet orléanisme, mais en tout cas, il le classe à droite. Troisième grande famille politique que René Raymond identifie comme étant à droite, c'est le bonapartisme. Le bonapartisme, qui a bien sûr deux principales manifestations au XIXe siècle. Bien sûr, Napoléon Ier, Bonaparte, premier consul, puis ensuite empereur des Français, et puis ensuite Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, premier président de la République élu au suffrage universel, avec un score exceptionnel. Ça, c'est un score magnifique qui est important quand même de connaître. Vous savez que à l'élection présidentielle de décembre 1848, Louis-Napoléon l'emporte avec 55
des inscrits, 75% des suffrages exprimés, 55% des inscrits. Et vous savez pourquoi? Parce que, eh bien, il a réussi la coagulation des électorats de droite et de gauche, pour dire les choses très rapidement, notamment les légitimistes qui avaient un candidat, eh bien, finalement, ont considéré que face au libéralisme, il fallait absolument, je dirais, éliminer ce danger-là, et donc ils n'ont pas voté pour leur propre candidat, ils ont directement voté pour Louis-Napoléon Bonaparte, et puis il y a les ouvriers, il y a l'électorat populaire qui a voté pour Louis-Napoléon Bonaparte, parce que tout simplement, notre ami, enfin la Deuxième République qui était en passe d'être construite, vous savez, c'est les trois plus vieux, à partir de février 1848, une assemblée constituante est élue, il y a des débats, des mesures qui sont prises, des ateliers nationaux, donc des mesures plutôt sociales, et puis finalement, ces mesures, elles sont retirées, il y a des émeutes ouvrières en juin 48, et ces émeutes ouvrières, elles sont massacrées dans le sang, par le gouvernement provisoire, le gouvernement en place, et cet électorat ouvrier, eh bien, en décembre 48, quelques mois après, il se venge, si j'ose dire, il vote Louis-Napoléon Bonaparte. C'est un peu le fantasme de Marine Le Pen, d'essayer de réussir cette coagulation électorale. La seule chose, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte, lui, il n'a pas fait de concession doctrinale, pour obtenir ses votes. Bien, soit dit en passant. En passant, mais en insistant quand même un tout petit peu dessus. Bon, donc, qu'est-ce que c'est que le bonapartisme? C'est une tentative, dans le fond, de synthèse entre des éléments venant de la droite et des éléments venant de la gauche, pour dire les choses très simplement et très rapidement, l'autorité qui vient de la droite, l'égalité qui vient de la gauche. C'est très caricatural ce que je viens de dire, mais c'est simplificateur, mais dans le fond, ça n'est pas faux. Dans le fond, ça n'est pas faux. Vous le savez bien, le bonapartisme, évidemment, c'est quand même quelque chose qui est favorable au Nouveau Monde. Vous connaissez tous la phrase, je le pense, de Bonaparte, lorsqu'il réalise son coup de force, avec l'aval, il faut quand même bien le dire, d'un certain nombre de personnes du Directoire, parce que on sait bien que le régime est en mauvaise passe. La révolution, elle commence, je dirais, à être de moins en moins populaire, à cause bien sûr de la terreur, mais le Directoire voit la progression des idées, je vais dire réactionnaires. Rappelez-vous 1797. Qui gagne les élections législatives de 1797 Il y a un renouvellement par tiers des deux chambres. Sous le Directoire, il y a deux chambres, le Conseil des 500, le Conseil des Anciens. Et qui gagne ces élections partielles en 1797 Les royalistes. Qu'est-ce qu'on fait de ces députés royalistes qui ont gagné les élections? En tôle. Donc, faut pas croire que la terreur s'arrête en Thermidor. La chute de Robespierre, c'est pas la fin de la terreur, du tout. C'est la fin de la grande terreur, admettons, mais ça n'est pas du tout la fin d'un régime politique proto-totalitaire. Ce qu'est la Révolution française, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en parlera un autre jour. Je reviendrai pour parler de ça si vous m'y autorisez. Bon, donc le Directoire est en très mauvaise passe. Et le coup de force de Bonaparte, Brumaire en 8, 1799, la fin de l'année 1799, c'est un coup de force qui sauve la Révolution française. Qui sauve la Révolution française. Et la phrase de Bonaparte est absolument géniale, parce qu'elle dit bien les choses. Citoyens, la Révolution est fixée, la Révolution est finie, elle est fixée à ses principes. C'est-à-dire que la révolution est finie, on arrête l'effervescence révolutionnaire, on arrête la surenchère révolutionnaire, mais attention, c'est pour l'enraciner, cette révolution. Donc, bien sûr, dans le bonapartisme, et on le retrouve encore aujourd'hui,
bien sûr au XXe siècle dans le gaullisme. On considère que le gaullisme est un épigone au XXe siècle du bonapartisme. On le retrouve encore une fois aujourd'hui, encore plus récemment dans le courant dit souverainiste. Il y a dans le bonapartisme des aspects très sympathiques aux yeux de quelqu'un qui est véritablement de droite, mais il y a aussi, bien sûr, dans le bonapartisme, dans le gaullisme, dans le souverainisme, eh bien, un côté hybride qui fait que ça n'est pas entièrement et authentiquement, véritablement, de droite. Ah, bon. Ce n'est pas entièrement de droite. Donc, troisième grande famille politique, identifiée par René Raymond, le bonapartisme, le gaulo-bonapartisme, et pourrait-on dire aujourd'hui, René Raymond n'a pas mis à jour son ouvrage puisqu'il est décédé, mais on pourrait dire, depuis les années 90, le gaulo-souveraino-bonapartisme. Hein, et vous n'avez qu'à voir, vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, un certain nombre de personnes qui interviennent sur ces sujets-là en revendiquant cette étiquette. C'est très clair, hein, il y a, je dirais, un côté hybride dans le cadre de cette pensée. Bien. Alors c'est ça qui va nous intéresser au premier chef, la droite. Hein. Mais il est bien évident que pour comprendre le clivage droite-gauche, pour comprendre ce qu'est la droite et les divergences qui peuvent y exister en son sein, il faut quand même se concentrer un tout petit peu sur le camp opposé. Alors il y a un auteur qui s'appelle Jean Touchard, qui a proposé, quelques années après notre ami René Raymond, une classification, cette fois-ci, de la gauche. Et il a identifié trois grandes familles politiques, hein, au tripartisme de notre ami René Raymond pour la droite. Jean Touchard a proposé un tripartisme pour la gauche, et il a identifié la gauche communiste, la gauche socialiste et la gauche radicale. Ce qui est parfaitement exact si on regarde la vie politique française depuis la Troisième République. Hein, le Parti radical, c'est évidemment l'un des plus vieux partis politiques français, incarné en particulier évidemment par le fameux Georges Clemenceau. Bon, le Parti socialiste, il apparaît au tout début du XXe siècle, et puis vous le savez, après la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il y a eu la révolution bolchevique, eh bien, il y a l'apparition au congrès de Tours de 1920 du Parti communiste, scission au sein de la SFIO, et une majorité de délégués crée la SFIC, section française de l'Internationale communiste. Ils veulent suivre les camarades bolcheviques, les camarades russes, et l'année suivante, en 1921, la SFIC devient le Parti communiste. Donc, depuis la Troisième République, Troisième, Quatrième, Cinquième République, avec évidemment des rapports de force en interne qui ont varié, Jean Touchard a raison. Rapports de force qui ont varié, puisque vous le savez, jusque dans les années 1970, hein, eh bien, la principale force politique à gauche, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, de 1945 à 1975, disons les 30 glorieuses, le Parti communiste fait à lui tout seul un quart de l'électorat et il est plus puissant que le Parti socialiste. Hein, je le dis pour ceux qui ont une vue un peu à court terme, je dirais, de la vie politique et qui ne comprennent pas, notamment, par exemple, ce que moi, mais d'autres disent, que oui, aujourd'hui, la gauche est plutôt en recul. Je ne vous dis pas que lorsque Mélenchon fait 20%, c'est pas important, mais c'est Mélenchon, d'une certaine manière, tout seul. C'est toute la gauche fait à la présidentielle 20-25%. Jusque dans les années 70, le Parti communiste tout seul faisait 25%. D'accord? Donc de manière globale, sur le moyen terme, il y a quand même un recul de la gauche. Bon, et puis ensuite, il faudra savoir de quelle gauche il s'agit. On va y venir dans quelques minutes. Je vais essayer de pas être trop long parce que je sens que je vais largement dépasser le temps imparti. Bon, je vais essayer de ne pas le faire. Bien. Donc Jean Touchard a raison, mais le problème, c'est que sa classification, elle ne porte que sur une partie de l'époque dite contemporaine.
Hein. Si on considère que le clivage droite-gauche, il apparaît à partir de la Révolution française, ben, il faut quand même essayer de remonter plus haut. Et donc, en 2012, plus haut que la Troisième République. Et donc, en 2012, il y a un auteur important et intéressant qui s'appelle Jacques Julliard, qui a sorti un ouvrage qui est une référence. Et lui, il fait une histoire de la gauche de 1762 à 2012. 1762, c'est la publication, vous le savez bien, du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et notre ami Jacques Julliard, il distingue 4 grandes familles politiques de la gauche. Il distingue la gauche autoritaire. La gauche autoritaire, c'est Robespierre, c'est Clémenceau. Deuxième grande famille politique de la gauche anarchiste. Qui s'incarne aussi bien chez un penseur extrêmement intéressant, mais qui est un penseur moderne, hein, le camarade Pierre-Joseph Proudhon, dont un certain nombre d'idées sont particulièrement intéressantes. Hein. Il est un défenseur, vous le savez bien, du repos hebdomadaire dominical. Hein. Donc c'est un auteur incontestablement important à connaître, mais pour autant c'est pas un auteur réactionnaire. Il faut savoir, évidemment, lire des auteurs qui n'appartiennent pas à son courant de pensée, mais il faut être, je dirais, il faut savoir le faire avec distance, hein, avec distance. Bon, donc la gauche anarchiste, on la retrouve chez des auteurs ou aussi bien chez des acteurs, je dirais, qui pratiquent la propagande par le fait. Hein, et une propagande par le fait qui peut dériver vers, je dirais, du banditisme, pensé en particulier à la fameuse bande à Bono, même si aujourd'hui on considère que c'est pas forcément Bono qui était vraiment le chef de cette bande, mais enfin, passons, on continue toujours à l'appeler ainsi. Troisième grande famille politique de la gauche, c'est celle qui a été évidemment dominante au XXe siècle, la gauche collectiviste. Jacques Julliard a parfaitement raison de la qualifier ainsi et d'intégrer au sein de cette gauche collectiviste aussi bien la gauche socialiste que la gauche communiste. J'insiste sur le fait que la gauche socialiste est collectiviste. Jean Jaurès est collectiviste. Alors il est peut-être moins collectiviste que Staline, que les bolcheviks au pouvoir en Union soviétique, mais il est collectiviste. Il y a quelques points de divergence entre le socialisme et le communisme. Il y a premier point doctrinal de divergence très important, les communistes veulent une collectivisation de l'ensemble des biens, tandis que les socialistes veulent une collectivisation des moyens de production. Le gouvernement de Front Populaire, les gouvernements à la Libération, sous l'influence du Parti communiste, les gouvernements de Pierre Mauroy, lorsque François Mitterrand gagne l'élection présidentielle en 1981, pratiquent un certain nombre de nationalisations ou d'étatisations. On va pas se battre sur le terme, c'est pas le sujet maintenant. Donc, il y a une collectivisation plus ou moins grande, mais il y a une collectivisation. J'insiste quand même là-dessus parce que, certes, il peut y avoir des revendications, je dirais, de nationalisation aujourd'hui pour sauver des industries stratégiques ou ce genre de choses, mais on n'est pas du tout, quelles que soient les forces politiques qui peuvent, je dirais, le revendiquer aujourd'hui, que ce soit à l'extrême droite ou que ce soit à l'extrême gauche, il n'y a plus de collectivistes. Enfin, soyons sérieux. Vous n'avez plus personne qui est véritablement collectiviste. Ils peuvent demander, encore une fois, je le répète, pour être sûr d'avoir été clair, que à tel moment, pour sauver l'industrie nucléaire, je suis parfaitement d'accord là-dessus, personnellement, enfin, à mon avis, à la limite, on s'en fiche. Bon, mais pour sauver l'industrie nucléaire, pour sauver ceci, pour sauver cela, on peut être amené à pratiquer des nationalisations temporaires, ou même plus longues s'il s'agit effectivement d'éléments, je dirais, stratégiques importants, mais il n'y a plus personne de collectiviste. Même LFI n'est pas collectiviste.
Soyons sérieux. Idéologiquement parlant, ce qui est le plus à gauche aujourd'hui est moins à gauche que ce qui était à gauche auparavant. Bon, donc notre ami Julliard identifie donc cette gauche collectiviste. Premier élément de distinction au sein de cette gauche collectiviste, le plus ou moins haut degré de collectivisation. Deuxième élément de distinction, bon, grosso modo, les révolutionnaires sont prêts à utiliser des méthodes de prise du pouvoir en dehors du cadre des institutions, tandis que les socialistes, eux, considèrent qu'il faut prendre le pouvoir dans le cadre des institutions qui existent. Troisième élément de distinction, on va pratiquer la table rase pour les communistes, tandis que les socialistes, eux, veulent pratiquer, je dirais, une politique via un certain nombre de réformes. Donc, collectivisation, prise du pouvoir par la force, pourquoi pas table rase, et de l'autre côté, collectivisation, mais uniquement des moyens de production, moins étendus, prise du pouvoir dans le cadre des institutions, pratique de la réforme. Quatrième grande famille politique de la gauche, selon Jacques Julliard, et il a raison, la gauche libérale. Jacques Julliard, évidemment, classe le libéralisme à gauche. C'est le libéralisme qui fait la Révolution française, qui proclame les droits individuels, qui veut détruire les communautés de métiers, qui veut pratiquer une organisation administrative avec un esprit de géométrie, des départements qui sont tous à peu près de la même taille, etc., etc. Le libéralisme est, eh bien, classé par Jacques Julliard à gauche. Et donc nous voilà face à un hiatus. René Rémond, en 1954, classe le libéralisme à droite. Jacques Julliard nous dit, en 2012, que le libéralisme est de gauche. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui a tort, ou est-ce qu'il y a un élément qui permet de comprendre ça et de résoudre cette difficulté? Ben, il y a un élément qui permet de résoudre cette difficulté et de comprendre la chose. C'est un auteur qui s'appelle Thibaudet, qui est un auteur d'Action française, de sensibilité d'Action française, qui est un prof de philo. Alors vous l'avez complètement oublié, enfin disons beaucoup de gens l'ont complètement oublié, parce que c'était un prof de philo de province, donc pas un universitaire, et puis pas un Parisien. Donc il a été assez rapidement oublié, mais il a identifier quelque chose qui est absolument génial et qui permet de comprendre la vie politique et qui permet de comprendre le clivage droite-gauche. Thibaudet, donc prof de philo, il fait de la critique littéraire, et puis à partir de la critique littéraire, il fait de la critique des idées politiques, et à partir de la critique des idées politiques, il fait de la critique de la vie politique. Et il publie dans les années 30 un ouvrage dans lequel il évoque les idées politiques en France, dans lequel il évoque ce qu'il appelle le mouvement Sinistre-Ogir, le sinistrisme ou le mouvement Sinistre-Ogir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les forces politiques qui ont progressé depuis la Révolution française, elles sont pour l'essentiel, pas toutes, mais pour l'essentiel, apparues par la gauche du spectre politique. Et en se développant, en gagnant du terrain, en occupant un espace intellectuel et un espace électoral grandissant, elles ont petit à petit repoussé vers la droite des forces politiques qui étaient nées antérieurement. Exemple que Thibaudet a sous les yeux. Au début de la Troisième République, le parti radical, s'il s'appelle le parti radical, c'est que c'est pas un parti modéré, on est d'accord. Le parti radical, c'est l'extrême gauche. Et puis, avec l'apparition du Parti socialiste, puis ensuite la scission au sein de la SFIO du Parti communiste, eh bien, le développement du Parti socialiste d'abord, puis ensuite le développement du Parti communiste, ont fait glisser le Parti radical de gauche vers la droite. Ça ne veut d'ailleurs pas dire que le Parti radical soit devenu un parti de droite. Mais
il s'est retrouvé au centre-gauche et au centre-droit. Je passe sur les différentes scissions, je dirais, au sein de ce mouvement radical. C'est pas le sujet, je n'en ai pas le temps. Mais voilà une illustration du mouvement Sinistre-Gir. Deuxième illustration, évidemment essentielle. Au XVIIIe siècle, les idées nouvelles, les idées qui préparent la Révolution, c'est le libéralisme. C'est Turgot, qui est à la fois libéral et physiocrate, qui pousse Louis XVI, alors ça ne va s'appliquer que pendant quelques mois, mais qui pousse Louis XVI, avant même la Révolution française, à supprimer les communautés de métiers. Bon, c'est une catastrophe, et donc finalement, elles sont restaurées quelques mois après, hein, en 1776. Bon. Mais c'est Turgot qui pousse à cela. Les idées nouvelles, elles sont à gauche. Elles font la Révolution française. Et puis au fil du temps qui passe, le développement du collectivisme, eh bien, fait que, eh bien, le libéralisme, qui était à gauche, eh bien, va finalement se retrouver sur la droite du spectre politique. Lorsqu'en 1954, le camarade René Raymond écrit son ouvrage, il est bien clair que nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes avec une Union soviétique. Passons, c'est pas le sujet, parce que là aussi je pourrais en parler, sinon pendant des heures, du moins pendant de longues minutes. L'Union soviétique se retrouve du bon côté, hein, du côté des vainqueurs, hein. Le Parti communiste, bon, passons en France, bon. Je vais quand même le dire. Maurice Thorez, le patron du Parti communiste français, est condamné par les tribunaux de la Troisième République pour désertion. Et Maurice Thorez, qui va passer toute la guerre en Union soviétique chez son camarade Joseph Staline, Maurice Thorez, qui n'avait qu'une nationalité, a été déchu de sa nationalité par les tribunaux de la Troisième République. Avant le gouvernement de Vichy, hein, c'est pas Vichy qui interdit le Parti communiste, c'est la Troisième République. Si les votes des pleins pouvoirs au gouvernement sous l'autorité du maréchal Pétain, c'est un vote qui s'est fait sans les parlementaires communistes, c'est parce que le Parti communiste avait été plusieurs mois auparavant interdit par les tribunaux de la Troisième République, parce que le Parti communiste jouait le jeu du pacte germano-soviétique. Bon, donc j'arrête de m'énerver, j'en reviens à mes moutons, et donc le Parti communiste qui eh bien, était d'un côté, passe de l'autre côté à partir de l'opération Barbarossa. L'Union soviétique, qui était l'allié d'Hitler, finalement devient, l'opposant d'Hitler. Et l'Union soviétique fait partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, dans le contexte de l'après-guerre, dans cette atmosphère géopolitique où commencent à se mettre en place les conditions, n'est-ce pas, de la guerre froide, le libéralisme, qui est authentiquement, originairement de gauche, se retrouve sur la droite du spectre politique. C'est ça, le mouvement Sinistre-Gir, mis en exergue par le camarade Thibaudet. Et c'est ce qui permet à un autre auteur qui s'appelle Frédéric Bluch, qui était maître de conférence en histoire du droit, j'allais dire comme moi, c'est plutôt moi qui suis maître de conférence en histoire du droit comme Frédéric Bluch, c'est mon aîné, il est malheureusement aujourd'hui décédé. Frédéric Bluch, il ne faut pas le confondre avec son père, François Bluch. François Bluch était spécialiste de l'époque moderne, et en particulier de Louis XIV, et son fils Frédéric, donc il était professeur d'histoire moderne à Nanterre, et son fils Frédéric Bluch était maître de conférence en histoire du droit à Paris 2. Et le fils était spécialiste de l'époque contemporaine et spécialiste du bonapartisme. Et en 1983, il publie un article en collaboration avec Stéphane Rials sur, eh bien, les forces politiques au XIXe siècle. Et ils analysent les différentes forces politiques, et en particulier l'orléanisme et le bonapartisme. Et Bluch a cette formule géniale, que je trouve extrêmement, significative et extrêmement intéressante, qui est que on a vraiment commencé en retard, on est bien d'accord, hein, parce que là j'ai besoin de plus de temps, un tout petit peu plus de temps quand même. Hein. Bluch a cette formule géniale qui est de dire on a
avec l'orléanisme un centre au XIXe siècle, un centre par rejet des extrêmes. L'orléanisme rejette le catholicisme social de la droite réactionnaire et l'orléanisme rejette le socialisme de la gauche républicaine, pour dire les choses rapidement. Et le bonapartisme est un centre au XIXe siècle par synthèse des extrêmes. Il prend à droite certaines idées et il prend à gauche certaines idées. Et je crois que, d'une certaine manière, il faut ajouter ces éléments-là de l'étude de Bluch à celle de René Rémond pour comprendre que quand René Rémond nous dit que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a 3 familles politiques qui sont classables à droite, ben, il n'empêche que 2 de ces familles politiques, à l'origine, elles étaient de gauche et elles ont glissé vers le centre au 19e et elles sont arrivées à droite au XXe siècle. Alors vous allez me dire, s'il y a donc des glissements des forces politiques, est-ce qu'on a quand même possibilité d'identifier des critères de distinction de la droite et de la gauche? Réponse, oui, camarades, mais il faut savoir distinguer les périodes. On peut considérer que au XIXe siècle, le critère diriment de distinction de la droite et de la gauche, c'est plutôt le régime politique. Régime politique, très longtemps, et moi-même d'ailleurs, quand j'ai sorti un article sur la question dans un ouvrage que je vous recommande, je ne sais pas s'il est encore disponible, on avait sorti en 2007 aux Presses universitaires de France un ouvrage qui s'appelait « Les forces politiques françaises », dans lequel on faisait à la fois une étude historique, et puis on avait sorti l'ouvrage en septembre, on avait pris tout le monde de vitesse, on s'était bien préparé l'année précédente et on avait intégré les résultats de l'élection présidentielle et des législatives de 2007. Bon, donc il y a un certain nombre d'éléments de l'ouvrage qui sont, si j'ose dire, dépassés depuis, mais il y a un certain nombre d'autres éléments dans l'ouvrage, et notamment le chapitre sur le clivage droite-gauche, fait par Bibi, qui, lui, est toujours, je pense, utilisable et susceptible de vous intéresser. Bon. Eh bien, j'avais écrit à cette époque que c'était, grosso modo, la droite, c'était les monarchistes, et la gauche, c'était les républicains. Si je devais réécrire cet article, et j'espère pouvoir le faire, parce que je suis en train de mettre en ordre un certain nombre de mes publications, je vous avoue, voilà, alors là aussi c'est peut-être une forme d'orgueil et puis c'est peut-être une forme, je dirais, d'aveu public que je ne devrais pas faire, mais je vais le faire quand même. J'avoue que je suis un peu, comment dire, là si vous essayez de me montrer qu'il faut que j'arrête dans un certain temps, c'est beaucoup trop loin à votre panneau, hein, vous savez, je vois pas du tout. Hein. Bon, je termine ma parenthèse. J'avoue que je suis un peu pas vexé, c'est la loi du genre, mais je suis un peu, oui, un peu chagrin du fait que on peut sortir plusieurs dizaines d'articles scientifiques, ça n'a jamais la même visibilité que un bouquin à la con torché sur un coin de table. Et c'est vrai que ça commence à me fatiguer que, y compris dans nos milieux, un certain nombre de personnes sortent des ouvrages qui sont, pardon de le dire, pour certains d'entre eux, brillants, pour d'autres, ni fait ni à faire, et que ça a plus de visibilité qu'un article scientifique de 20 pages pour lequel vous avez travaillé pendant 2 ans. Voilà. Et donc, je suis en train de remettre à jour un certain nombre de mes articles, de les réunir pour former des ouvrages cohérents, thématiques, et parmi ceux-là, il y a celui qui portera sur les questions de la vie politique. Et donc, je suis en train de réécrire ce passage-là de cet article qui paraîtra dans un ouvrage général réunissant différents articles, et je pense que je préférerais, plutôt que de distinguer les monarchistes des républicains, faire une petite subtilité en disant le critère de distinction au XIXe siècle, disons jusqu'aux tentatives de restauration monarchique pour le comte de Chambord en 1873, ou jusqu'à l'amendement Vallon de 1875, ou jusqu'à la loi de 1884 qui déclare qu'on ne peut pas remettre en cause le régime républicain. Bon, disons, jusque dans ce dernier quart du XIXe siècle, le critère du clivage, c'est la question de l'organe préférentiel qui doit dominer. La droite, c'est ceux qui veulent que l'organe politique dominant, ce soit l'exécutif, que ce soit
un monarque, un empereur, un président de la République. Tandis que la gauche, c'est ceux qui veulent que l'organe politique dominant, ce soit le Parlement. Je pense que c'est plus juste de dire cela que d'opposer républicains et monarchistes. Parce que sinon, on ne comprend pas, par exemple, le vote des légitimistes pour Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1848. Et donc, alors que c'est une élection présidentielle, évidemment, pour l'élection d'un chef de l'État qui est un président de la République. Bon. Donc, première période du clivage, la question du régime, ou plus précisément de l'organe politique dominant dans le régime politique. Deuxième période, avec le développement du Parti socialiste, avec la Première Guerre mondiale qui rend nécessaire pour l'effort de guerre, eh bien, l'intervention de l'État. Deuxième grande période, eh bien, la question du rôle de l'État. Est-ce que l'État doit se réduire, si j'ose dire, à ses fonctions dites régaliennes, ça vient du latin rex regis, le roi, donc les fonctions de justice, les fonctions d'ordre, les fonctions de défense des frontières, ou est-ce que l'État doit intervenir dans le domaine économique et social? Jusque dans les années 80, c'est le critère du clivage. Grosso modo, la droite veut réduire le domaine d'intervention de l'État, ou du moins limiter le domaine d'intervention de l'État. La gauche, elle, veut augmenter le domaine d'intervention de l'État et pratiquer de la redistribution. C'est là qu'on en arrive à un point absolument névralgique de l'analyse et qui explique, à mon sens, une partie de l'incompréhension que l'on a aujourd'hui sur le fait que certains vous disent que le clivage droite-gauche a disparu. Ce qui est, un tant soit peu, je dirais, étonnant, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le clivage droite-gauche est un instrument d'analyse du réel, et que, en fonction de là où on se situe, il y a bien une droite et il y a bien une gauche, toujours. Bon. Donc, mais il faut essayer de comprendre pourquoi certains nous expliquent ou prétendent qu'il n'y aurait plus de clivage droite-gauche. Eh bien, il s'est passé une chose extrêmement importante. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Parti socialiste allemand a fait ouest-allemand a fait son congrès à Bad Godesberg, dans une ville qui s'appelle Bad Godesberg. Et le SPD allemand, Parti socialiste allemand, déclare qu'il est pour la démocratie représentative et pas les démocraties populaires. Donc, et deuxième élément, qu'il est pour une économie de marché, même si naturellement, il souhaite qu'il y ait une intervention de l'État pour pratiquer la redistribution. C'est essentiel à avoir en tête. À partir de cet événement politique-là, de rupture du Parti socialiste allemand avec le collectivisme pour défendre une position dite social-démocrate ou une position keynésienne, eh bien, il y a un véritable basculement. C'est-à-dire, ah ouais, quand même. Ouais, mais on a commencé vraiment en retard. Bon. Donc, ouais. Donc, on a véritablement un basculement. Je vous rappelle, c'est quand même important, que notre ami Keynes, qui est favorable à la redistribution, à l'intervention de l'État, à la ponction de l'État pour favoriser la redistribution, qui est supposée favoriser la production, etc. Keynes se déclare libéral. Alors évidemment, si vous êtes libertarien, si vous êtes ultra-libéral, pour utiliser une expression à mon avis un peu fausse, mais bon, vous trouverez bien sûr que Keynes est un ignoble socialiste. Mais Keynes n'est pas un collectiviste. Keynes demande l'intervention de l'État pour, avec la redistribution, avoir un effet démultiplicateur, patati patata. Keynes demande l'intervention de l'État pour sauver l'économie libérale. Pas du tout pour mettre en place une économie collectiviste. Il s'avère que, en France, eu égard au rapport de force à gauche entre le Parti communiste et le Parti socialiste, eh bien,
ce basculement de la gauche vers la social-démocratie, vers le libéralisme qui ne dit pas son nom, mais qui est un libéralisme, eh bien, il ne se fait pas officiellement. François Mitterrand, qui prend le pouvoir au Parti socialiste au congrès d'Épinay de 1971, il le fait avec la gauche du Parti socialiste, contre ce qu'on appelle la seconde gauche, contre les keynésiens, les rocardiens. Le Parti socialiste était dans un état déplorable. En 1969, le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle, Gaston Defferre, a fait 5%. Donc il reprend un parti en déliquescence. Et pour reprendre ce parti, il le fait avec la gauche du Parti socialiste. Et il déclare, vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, celui qui n'est pas pour une rupture avec l'économie capitaliste, celui-là, je le dis, ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Bon. Il prend le pouvoir avec la gauche du Parti socialiste, il fait en 1972 le programme commun de la gauche, et il va, au cours des années 70, siphonner le Parti communiste. C'est exactement la ligne Buisson, la fameuse ligne Buisson, appliquée par Sarkozy à l'élection présidentielle de 2007. C'est exactement la stratégie de Mitterrand, mais de l'autre côté du spectre politique. Certes, avec moi, vous n'aurez pas toutes vos idées qui seront représentées, mais au moins un certain nombre d'entre elles. C'est ce que dit Mitterrand. Au cours des années 70, le Parti socialiste siphonne le Parti communiste. En 1978, la gauche est au bord de gagner les élections législatives après avoir gagné les élections municipales de 77. 1981, le Parti socialiste, eh bien, gagne l'élection présidentielle. François Mitterrand gagne l'élection présidentielle. Parce que son positionnement sur le spectre politique fait qu'il réussit à coaguler son camp politique et à capter une partie de l'électorat flottant. J'ai pas le temps de le développer, mais je pense que vous me suivez. Hein. Le Parti communiste, parce qu'il était très à gauche, il pouvait être très puissant, mais il n'empêche qu'il n'était pas positionné sur le spectre politique de telle manière qu'il puisse capter l'électorat flottant du centre. Le Parti socialiste, lui, étant moins à gauche, il peut coaguler un camp et il peut attirer à lui l'électorat flottant. Ça, c'est extrêmement important. Bien. Donc, le Parti socialiste français, contrairement à tous les autres partis socialistes en Europe, ne fait pas son Bad Godesberg, ou plutôt, il fait son Bad Godesberg, mais sans le dire. Ils sont tous devenus sociodémocrates, et ils le seront encore plus après, évidemment, 1983, hein, vous le savez, le fameux tournant de la rigueur, et encore plus en 1995, lorsque Lionel Jospin dira « on a le droit de faire l'inventaire du mitterrandisme », le Parti socialiste devient clairement et officiellement social-démocrate, autrement dit libéral, mais pendant des années, il ne l'a pas dit clairement. Deuxième grande période du clivage droite-gauche. Troisième, et je vais terminer là-dessus, puisque Johannes m'impose de terminer, mais bon, j'aurais au moins dit l'essentiel. Troisième période, ça c'est une période sur laquelle, évidemment, il y a un débat. Ou plutôt, tout le monde n'est pas d'accord. C'est ce que j'ai proposé, notamment dans des articles que j'ai commencé à sortir à partir de 2012, et que j'ai synthétisé dans cet ouvrage, La guerre à droite aura bien lieu, publié en 2016, et qui reste un livre d'actualité, qui n'est pas du tout un livre d'analyse électorale, mais qui est un livre de philosophie politique. Hein, je vous le signale. Malheureusement, le titre que l'éditeur m'a imposé fait plus titre d'ouvrage d'analyse électorale. C'est un ouvrage d'histoire institutionnelle et de philosophie politique. Et je pense pas que vous perdrez votre temps si jamais vous le feuilletez ou si vous allez le regarder. Troisième période qui, eh bien, s'enracine dans les bouleversements des années 60, Vatican II, mai 68, et qui se concrétise à partir de la fin de la décennie 80 et au début de la décennie 1990, avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement du système soviétique. 9 novembre 1989, effondrement du mur de Berlin. Le régime collectiviste est
totalement décrédibilisé. Désormais, la pression idéologique ne vient plus par la gauche du spectre politique. Il n'y a pas de surenchères qui viennent par la gauche. C'est désormais par la droite que cette pression politique vient. C'est ce que j'ai proposé d'appeler par réponse et sympathie au mouvement Sinistre-Gir de Thibaudet, le mouvement d'Extrogir. Ça ne veut pas dire que la droite va gagner les élections. Ça ne veut pas dire que désormais la droite est dominante idéologiquement parlant. Vous ne revenez pas sur plusieurs siècles de développement idéologique et philosophique comme ça du jour au lendemain. C'est des choses qui prennent évidemment beaucoup de temps. Mais il n'empêche qu'il n'y a plus véritablement de novation. Pardonnez-moi, mais je suis très étonné de constater que peu de commentateurs mettent en exergue le fait que ce qu'on appelle le wokisme, la cancel culture, enfin, c'est du libéralisme, que ces gens-là cherchent à essayer de le mettre en œuvre à l'aide de méthodes dites révolutionnaires. Peut-être, mais fondamentalement, ça n'a rien de nouveau. Ce n'est que le fait d'appliquer à un certain nombre de domaines, eh bien, les ressorts idéologiques de quelque chose qui existait déjà. Ça n'est pas une novation idéologique. La théorie du genre, ça n'a rien de nouveau non plus. Relisez les auteurs du XVIIIe siècle. Lisez par exemple les travaux de Xavier Martin, qui vous montrent qu'au XVIIIe siècle, vous avez des gens qui vous expliquent que, bien entendu, il faut faire la société sur la base d'un contrat social. Il n'y a pas d'ordre naturel, il n'y a que des individus qui peuvent se rencontrer pour faire un contrat social, mais il faut aussi refaire l'homme. Dénaturer l'homme pour le reconstruire. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française, si ce n'est ça? Construire un citoyen. Qu'est-ce que c'est que les guerres de Vendée, si ce n'est de dire les brigands, c'est une race impure dont il faut purger la terre. Ces idées de reconstruction de l'homme, elles existent depuis longtemps, simplement. Elles ne s'étaient peut-être pas suffisamment, elles ne s'étaient peut-être pas exprimées aussi clairement qu'elles ne le font aujourd'hui, mais ça existe depuis longtemps. Ce n'est pas une novation. C'est ça ce que je veux dire avec l'idée du mouvement d'Extrogir. C'est-à-dire que la troisième période, première période du clivage droite-gauche, l'organe dominant dans le régime. Deuxième période, le rôle de l'État. Intervention ou pas d'intervention. Troisième période, à partir de la chute du mur de Berlin, mais ça s'enracine dans les questions qui se sont développées à partir des années 60 et 70, eh bien, la question de la sociabilité. Est-ce que les corps sociaux, je vais terminer, c'est promis dans quelques minutes, est-ce que les corps sociaux sont inscrits dans un ordre naturel des choses, ou est-ce que les corps sociaux sont des constructions? Ce que nos hommes politiques n'ont pas compris, quand je dis nos hommes politiques, c'est-à-dire ceux de droite qui sont supposés représenter, je dirais, un courant national, populiste, etc. Ce qu'ils n'ont pas compris, ou peut-être qu'ils l'ont compris, mais qu'ils ne veulent pas l'assumer, c'est que la question de la famille ou la question de la nation, philosophiquement parlant, c'est la même chose. Est-ce que il existe un ordre naturel des choses qui donne des règles de fonctionnement aux corps sociaux dans lesquels les individus doivent se fondre, ou est-ce que les règles de fonctionnement des corps sociaux, c'est quelque chose qui est déterminé par cela même qui crée ces corps sociaux? Juste une petite parenthèse, dans La guerre à droite aura bien lieu, c'est ça que je développe, sur tout un ensemble de chapitres. L'insécurité, l'immigration, l'identité, la famille, etc. C'est l'illustration sur tous les grands thèmes politiques de cette alternative-là entre ceux qui pensent, comme Aristote et saint Thomas d'Aquin, qu'il existe une sociabilité naturelle dans laquelle les hommes se coulent, ou est-ce que, à l'inverse, comme le pensent les modernes, à partir de Hobbes, de Locke, de Rousseau, trois grands auteurs, on n'a pas le temps de développer, mais qui sont très importants, est-ce que on a donc une construction des différents corps sociaux? Qu'est-ce qui fait qu'on est français? Je l'illustre pour que ça soit plus clair. Qu'est-ce qui fait qu'on est français? On est français parce qu'on adhère à des valeurs, à des principes abstraits,
ou on est français parce qu'on se coule dans une culture, parce qu'on se conduit conformément à certaines coutumes, à certaines traditions. Sauf que cette question-là, c'est exactement la même pour la famille. Est-ce que deux rencontres de volonté, quelles qu'elles soient, peuvent créer une famille? Ou est-ce que pour qu'il y ait une famille, qui respecte un ordre naturel des choses, il faut que la rencontre de volonté des époux se coule dans un ordre des choses, dans une institution sociale qui précède? Est-ce que les règles de fonctionnement de la famille, c'est simplement celles qui sont décidées par les personnes qui s'unissent? Auquel cas, pourquoi voulez-vous interdire, si c'est librement consenti, la création d'une famille entre le père et la fille? Pourquoi est-ce que l'inceste devrait-il être... vous comprenez ce que je veux dire, hein, je ne suis pas en train de le préconiser, mais je pose juste la question. Si on autorise la rencontre de volonté de deux personnes, quelles qu'elles soient, pourquoi établir des limites? Pourquoi y aurait-il des limites à certaines rencontres de volonté? Et notamment, par exemple, à la rencontre de volonté libre du père et de sa fille. Donc évidemment, les modernes sont ceux qui pensent qu'il y a une famille parce qu'il y a un consentement réciproque. Il y a ceux qui pensent que le consentement des époux, qui naturellement est nécessaire, mais qui est insuffisant, il doit se couler dans une institution sociale dont les règles de fonctionnement sont données par l'ordre naturel des choses. La troisième période et le cœur de la question, c'est celle-là. C'est celle de la sociabilité. Et c'est pas parce que il n'y a plus de collectivistes, ou quasiment plus de collectivistes, ou de manière très subalterne, qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche. C'est pas parce que le clivage droite-gauche qui existait dans les années 70 a disparu, ou plutôt, c'est pas parce que le critère du clivage droite-gauche s'est mué en un nouveau critère que le clivage droite-gauche n'existe pas. Ce clivage, il recouvre évidemment, toute une panoplie de manières de le présenter. Conservateur contre progressiste, souverainiste contre, fédéraliste, identitaire contre multiculturaliste. Mais toutes ces manières d'envisager ce clivage sont une illustration de cette distinction entre la sociabilité naturelle et la sociabilité artificielle. C'est cela ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'extrogir, c'est-à-dire le fait de considérer que désormais les circonstances, je pourrais l'illustrer aussi avec la question de la construction européenne, mais j'ai pas le temps, parce que là j'ai évidemment largement dépassé les 5 minutes que Johannes m'avait accordées. Les questions qui se posent politiquement et du point de vue civilisationnel, sont des questions qui, illustrent toutes cette alternative qui avait disparu du débat politique. On avait considéré que désormais le débat ne se faisait qu'au sein de la modernité. Il y a un retour à une alternative entre les classiques, sociabilité naturelle, et les modernes, sociabilité artificielle. C'est évidemment quelque chose qui va mettre du temps avant de se concrétiser d'un point de vue électoral. Il n'empêche que voilà l'analyse que je pouvais et que je voulais vous proposer du clivage droite-gauche. Je vous remercie d'avoir été aussi attentif et patient. Merci beaucoup.